Donc on va essayer donc de faire simple pour essayer de comprendre la quantification, pour expliquer par la suite l'effet photoélectrique. Alors la quantification, ça vient donc de Max Planck et donc d'Albert Einstein, sur le principe que une particule, en fait, surtout d'un point de vue électromagnétique et d'un point de vue de la lumière, elle peut se comporter de deux façons. En fait, on va l'assimiler soit en fait à un modèle corpusculaire, donc c'est-à-dire comme un corps, et aussi au modèle ondulatoire, comme on a vu donc sur diffraction, interférence, donc un modèle vraiment qui correspond plutôt à un domaine des ondes. Et l'association en fait de tout ça nous dit que en fait la particule qu'on cherche à utiliser, on va essayer donc de l'identifier à un objet de masse nulle, mais qui transporte en fait de l'énergie. Donc pour transporter cette énergie, on a eu donc besoin donc de définir ce qu'on appelle un delta E, donc une variation d'énergie, qui correspondrait donc à H fois nu. H c'est la constante de Planck, c'était une valeur mathématique, et on a nu qui correspond en fait à la fréquence. Donc en fait c'est la fréquence émise qui renvoie donc à la valeur d'énergie de manière proportionnelle. Donc maintenant, si on fait un petit peu l'association de formules, on sait que les longueurs d'onde, donc les lambda, on peut les définir comme égales à c fois nu. Et c, c'est donc la célérité de la lumière. Nu, ça correspond à la fréquence. Alors du coup, on pourrait faire un petit peu de mathématiques, renvoyer au fait qu'on soit aussi à 1 sur t par rapport à la période. Bref, si on met tout ça un petit peu on va dire en mode Tetris, on joue avec les formules, on revient donc à ce qu'on appelle que delta E, la variation de l'énergie entre les deux états de la particule, successifs, état initial, état final, c'est égal à hc sur lambda. Et donc on va donc avoir des particules, des quantums, des quantas d'énergie, qui sont proportionnels à donc, la constante de Planck, on est proportionnel à la vitesse de la lumière, en sachant que c'est la célérité de la lumière, pardon, pas vitesse, sachant que c'est la célérité la plus élevée que l'on ait. Et on a donc lambda qui correspond, elle, du coup, à la longueur d'onde de l'onde. Donc, comme on a fait référence à des lambda, donc à des longueurs d'onde, c'est-à-dire qu'on va aussi renvoyer donc à la notion de spectre, par rapport au spectre lumineux, qu'il soit continu, discontinu, donc c'est-à-dire avec les spectres de Rayleigh. On a ce qu'on appelle donc des passages entre des transitions, entre des mouvements, et on va donc passer d'un niveau à un autre, moyennant donc cette longueur d'onde, cette caractéristique de la lumière, c'est-à-dire c'est l'espace qu'elle va occuper pour se définir en 3 dimensions. Et donc on va donc le voir par rapport au calcul que si j'ai là donc une longueur d'onde, j'ai ce qu'on appelle un niveau d'énergie. Donc maintenant qu'on a déjà vu au préalable ce que c'était donc des spectres d'émission, des spectres continus, avec des couleurs plus ou moins visibles, on peut se comprendre cette quantification comme aussi donc des variations d'énergie. Donc on va pouvoir passer entre des niveaux plus hauts et des niveaux plus bas d'énergie, et pour essayer de les représenter, on les représente en fait sur un axe vertical, et puis on leur met donc des barres horizontales avec des numéros 1, 2, 3, 4. C'est un peu bien plus compliqué, et ceux qui font du supérieur le verront, mais on estime effectivement qu'on passe d'un niveau à un autre. Donc lorsqu'on va d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, en fait j'ai besoin de moins d'énergie, donc en fait on va céder quelque chose, et donc le delta E cède de l'énergie, donc on va avoir l'émission de lumière avec un H nu. A l'inverse, si je veux monter, c'est comme sur une échelle, lorsque je cherche à monter, il me faut de l'énergie. Donc, il faut donc capter de l'énergie. Et donc, cette captation, on va le faire en absorbant donc de l'énergie, en absorbant donc du H nu, qui permettra donc d'avoir un delta E qui va aller vers le haut. Donc là, sur un schéma qui était emprunté, on espère faire comprendre effectivement que donc cet électron qui va tourner autour du noyau, donc au sein de l'atome, on va donc lui faire changer d'orbital, puisqu'on lui apporte de l'énergie, donc il a un moyen d'existence supérieur, on lui donne plus d'énergie dans son espace de gravitation autour du noyau. Et donc comme il a plus d'espace, il est capable aussi maintenant d'avoir un niveau d'énergie, un H nu, plus élevé. Alors il va donc s'élever, et puis lorsqu'on va donc libérer de l'énergie, c'est-à-dire quand on veut émettre de la lumière, et bien en fait il y a donc une perte d'énergie, on ne peut plus exister à ce niveau-là, c'est-à-dire aussi loin du noyau. Donc en fait l'électron doit redescendre d'un point de vue énergétique, d'un point de vue orbitalaire. Donc on va avoir une descente, et donc lorsqu'on libère l'énergie, on émet de la lumière. Alors l'effet photoélectrique, c'est le fait qu'on ait des électrons qui soient émis lorsqu'un matériau est soumis à de la lumière, ou à tout moins des rayonnements électromagnétiques. Dans les exemples, c'est les photocopieurs, les panneaux photovoltaïques, nos capteurs photoélectriques. On a donc un élément, un matériau qui reçoit de la lumière, et lorsqu'il reçoit de la lumière, ce matériau est capable donc de produire donc des électrons. Et donc, comme on produit des électrons, on produit l'électricité.
À voir aussi que l'objet, on peut toujours le voir, et donc il est aussi, lui, capable de produire donc un photon, puisqu'il émet de la lumière. Donc en fait, on va avoir deux éléments, c'est pour ça qu'on parle de l'effet aussi photoélectrique. Photo parce qu'il le reçoit et qu'il produit l'électricité, mais en même temps, le matériau conserve les deux caractéristiques, donc aussi avoir donc l'émission de lumière de son côté. Mais cette lumière, elle ne sera pas la même, donc c'est-à-dire le rayonnement électromagnétique qu'il va produire ne peut pas être de même fréquence, de même longueur d'onde. Donc, il y a toujours une différence entre l'incidence et le diffusé qu'on va avoir de l'autre côté. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre sur l'effet photoélectrique, c'est qu'en fait, donc, le rayonnement qui a été absorbé, donc avec le photon, d'accord, qui est incident sur l'atome, on a donc l'atome qui passe dans un état excité, c'est-à-dire que c'est pas son état fondamental, c'est pas son état de minima d'énergie, donc en fait, il va passer à un niveau d'énergie supérieur, et comme en fait, il va donc se sentir un petit peu instable, il va donc devoir faire quelque chose pour perdre justement ce trop-plein d'énergie qu'on lui a donné. Et de ce trop-plein d'énergie, il va donc créer ce qu'on appelle une relaxation, d'où l'émission du photon, l'émission de l'électron. Et l'électron, en fait, qui était dans une couche supérieure, vient combler du coup une case quantique, elle, qui se trouve vacante, et on va donc avoir émission d'un électron. Donc on dit que l'électron est diffusé, de même que, comme on va avoir aussi une conservation de l'énergie, entre l'énergie incidente et l'énergie de sortie par rapport à cette particule, par rapport à cet électron, et bien en fait on va donc avoir à conserver les valeurs des h nu incident, et avec le h nu émergent, plus l'énergie cinétique de l'électron, puisque lui, c'est une particule qui va donc se déplacer. Donc on va avoir h nu 0 est égal à h du prime, appelons-le comme ça pour la particule qui sera diffusée par la suite, plus l'énergie cinétique de l'électron qui sera donnée.